Bonsoir, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez pour suivre avec nous ce journal, dont voici les faits saillants de l'actualité de ce 22 heures. Le 10e anniversaire de l'instauration de l'assurance maladie universelle a été célébré aujourd'hui. Également dans l'actualité, le nouveau gouvernement syrien commence à se mettre en place, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement. Le ministre russe de l'éducation à Djibouti a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf. Lors de cet entretien, les deux parties ont exploré divers aspects visant à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, Djibouti et la Russie. Explication. Le ministre de l'Éducation nationale de la Fédération de Russie, à la tête d'une délégation composée de recteurs, universités et de hauts responsables du ministère de l'Éducation russe, poursuit son programme par une série de rencontres visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations. Après une entrevue avec le Premier ministre, le ministre russe a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de Djibouti. Lors de cet entretien, les deux parties ont exploré divers aspects visant à affirmer les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Russie. Ils ont mis en avant l'importance de l'éducation, de la recherche, des échanges culturels comme vecteur de rapprochement entre les deux peuples. Le ministre russe a exprimé sa profonde gratitude envers Djibouti pour le soutien apporté par sa diplomatie à la Russie, soulignant le rôle déterminant de Djibouti dans la promotion d'un dialogue équilibré. L'entretien s'est conclu par un échange de cadeaux, symboles d'amitié solide et d'un partenariat prometteur. Ensuite, un déjeuner de travail s'est tenu au Kempinski Hotel entre les hauts responsables des ministères de l'éducation des deux pays. Cette réunion, coprésidée par le ministre de l'éducation russe et son homologue djiboutien, a permis de mettre en lumière les avancées des systèmes éducatifs respectifs et de discuter des opportunités de collaboration. Lors de cette rencontre, M. Mohamed Abdighedi, conseiller technique du ministre chargé de la communication, a présenté un exposé détaillé sur le système éducatif djiboutien. Il a abordé plusieurs éléments clés, notamment le schéma directeur du MENFOP, qui oriente les priorités stratégiques de l'éducation pour garantir une amélioration continue des infrastructures, des programmes et de qualité de l'enseignement, la politique nationale du livre visant à promouvoir et renforcer l'accès aux ressources éducatives dans toutes les régions du pays, l'école d'excellence, un modèle d'innovation éducative qui a déjà prouvé son succès avec des résultats exceptionnels aux examens nationaux et internationaux. L'inspection générale qui veille à garantir la qualité et l'équité dans l'ensemble du système éducatif djiboutien. De son côté, M. Mohamed Elmi, directeur général de l'administration, a fait une présentation du lycée de Djibouti et de l'école fondamentale de Sagalou, qui feront l'objet d'une réhabilitation par les partis russes. De côté, la délégation russe a présenté le système éducatif russe par l'intermédiaire de son directeur de la coopération internationale au ministère de l'Éducation nationale russe. Cette présentation a mis en avant les innovations technologiques, les approches pédagogiques modernes et les opportunités d'échange académiques pour les étudiants et les enseignants djiboutiens. Et dans une réaction, le ministre russe de l'Éducation s'est exprimé. Tout d'abord, il a remercié Djibouti pour son accueil chaleureux et pour l'organisation de différents accueils dans tout le pays. Très hospitalier, a-t-il rappelé. Moi et mon homologue djiboutien, on s'est convenu sur plusieurs plans d'action, en particulier sur les formations professionnelles pour partager notre expérience quant à la qualité des formations. Quant au travail du MENFOP et avec les élèves de l'école d'excellence, il est très intéressant. Je tiens à remercier particulièrement la population de la région de Tadjoura, mais surtout celle de Sagalou, qui m'a accueilli avec le plus grand des respects. Et dans un mot également, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a rappelé l'importance que revêt le rapprochement des relations avec la Fédération de Russie. Nous avons avec nous le ministre de l'Éducation de la Fédération de Russie qui est en visite ici à Djibouti depuis jeudi dernier. Et donc il est resté en visite de travail où il a pu découvrir le système éducatif djiboutien, mais également la population djiboutienne, que ce soit à Djibouti-Ville, mais également à Tadjoura et également à Sagalou. Et cet après-midi, nous avons eu une réunion de travail. Nous avons identifié des pistes de collaboration et de partenariat que nous allons bien sûr mettre très rapidement
en œuvre. Et d'ailleurs, cet après-midi, on a discuté les plans d'action pour la mise en œuvre de ce partenariat qui existe entre la Fédération de Russie et Djibouti en matière d'éducation. Surtout, bien sûr, c'est l'éducation, également la formation. Je suis ravi d'avoir le ministre, mon homologue russe, ici à Djibouti, qui c'est sa première visite en Afrique et sa première visite c'est venu également à Djibouti. Donc on est très honorés et très fiers donc, de l'avoir avec nous et de partager ce que nous avons de meilleur en nous, mais également de voir un peu ce qu'ils ont de meilleur et donc d'échanger. Cette même délégation s'est rendue également au lycée de Djibouti. Samater Saïd. Avec son homologue djiboutien, la délégation s'est rendue au lycée de Djibouti, premier établissement secondaire du pays. À leur arrivée, ils ont été accueillis par la proviseure, Mme Samia, qui leur a offert une visite guidée des lieux. Lors de cette visite, Mme Samia a présenté un exposé détaillé sur l'histoire de l'évolution du lycée de Djibouti, un établissement emblématique du système éducatif djiboutien. Elle a rappelé que ce lycée, fondé bien avant l'indépendance, en 1956, a formé des générations de cadres qui ont contribué au développement du pays. Le moment fort de cette visite a été l'intervention d'une jeune lycéenne de première scientifique élevée du programme de langue russe avec une prononciation impeccable. Elle a récité un poème d'un célèbre poète russe. Cette prestation qui témoignait d'une maîtrise impressionnante de la langue a profondément ému le ministre russe. En guise de récompense, il a annoncé qu'elle serait invitée à visiter la Russie pour y découvrir la richesse culturelle et linguistique du pays. Le ministre russe et sa délégation ont ensuite visité le centre de formation de l'éducation nationale, accueilli chaleureusement par la directrice générale du centre avec des danses traditionnelles, des bouquets de fleurs. Des invités ont eu l'occasion de découvrir les installations modernes du centre. Ils ont notamment visité une salle intelligente utilisée pour la formation enseignant. Cette salle équipée des dernières technologies permet de simuler des environnements de formation interactifs, favorisant ainsi l'acquisition des compétences pédagogiques innovantes. Par la suite, le ministre a assisté à une séance d'apprentissage de la langue russe où il a encouragé les élèves à persévérer dans leurs efforts. Il a souligné que la maîtrise du russe pourrait leur ouvrir les portes des prestigieuses universités russes, offrant ainsi de nouvelles opportunités académiques et professionnelles. La visite officielle s'est conclue par un passage à l'université de Djibouti, où le ministre russe a été accueilli par le président de l'université et les doyens de différentes facultés, une université et une visite guidée des installations qui a permis de présenter la diversité des formations offertes. Le ministre a visité la bibliothèque universitaire où il a été impressionné par la richesse des ouvrages disponibles par l'environnement studieux dans lequel les étudiants travaillent. Il a salué les efforts de l'université pour offrir des conditions optimales aux étudiants. La délégation s'est ensuite rendue à la faculté des ingénieurs où des enseignants ont exposé des programmes, des formations, des projets de recherche en cours. Ces échanges ont permis de mettre en lumière le potentiel de cette faculté pour répondre aux besoins de développement technologique et industriel du pays. Une réunion de travail a clôturé cette étape durant laquelle les bases des futures collaborations ont été discutées. Les échanges ont porté sur le développement des partenariats entre l'Université de Djibouti et deux institutions russes. L'Université pédagogique de la République de Tchétchénie, de l'Université. Ces collaborations viseront à promouvoir des programmes d'échange d'étudiants, d'enseignants, ainsi que des projets de recherche conjoints. Avant de quitter l'université, un échange symbolique des cadeaux a eu lieu, marquant la fin d'une visite empreinte d'amitié et de respect mutuel. Cette visite historique a jeté les bases d'une coopération renforcée entre Djibouti et la Russie dans le domaine de l'éducation. Les deux ministres ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour promouvoir l'excellence académique et offrir de nouvelles opportunités aux jeunes générations. Direction la France, une équipe du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle conduite par le secrétaire général de l'Éducation effectue une visite officielle dans la région PACA en France du 16 au 20 de ce mois. Cette visite stratégique vise à renforcer les liens de coopération bilatérale et à promouvoir la création de formations spécialisées dans la maintenance navale et dans d'autres domaines. Cette délégation de haut niveau, conduite par Mohamed Abdallah Mahyoub, est composée de hauts responsables dont, durant 4 jours, la délégation a participé à un programme intensif visant à explorer les infrastructures éducatives, les initiatives de formation professionnelle dans le domaine maritime. Avec le
le président de l'Université de Toulon, le président du campus des métiers des qualifications d'excellence avec des inspecteurs régionaux au ministère français de l'Éducation nationale, des experts professionnels du métier de la mer, des enseignants et des pédagogues du lycée professionnel spécialisés dans le domaine. Des visites des ateliers sur les formations en maintenance navale, des chantiers et des installations navales, des ateliers des lycées professionnels. Cette visite s'est conclue par la signature d'un mémorandum d'entente entre le MENFOP et le campus des métiers des qualifications de l'économie bleue portant sur les priorités identifiées. Je vous l'annonçais en début de journal, la 10e année, et bien la célébration du 10e anniversaire de l'assurance maladie universelle a été célébrée aujourd'hui. 10 années se sont écoulées depuis la mise en œuvre de cette politique et plus de 40% de la population en bénéficie aujourd'hui, un chiffre qui, au-delà des statistiques, témoigne des vies transformées, des familles libérées du poids de la maladie, des enfants qui grandissent en meilleure santé. Le ministère n'a pas manqué de rappeler que 1793 personnes ont été évacuées sanitairement, réalisées à l'étranger, illustre le succès tangible de l'assurance maladie universelle. Malgré ces avancées, nombreuses sont les familles, notamment celles qui sont du secteur informel, demeurent sans protection. Il a ainsi appelé à une mobilisation collective pour inclure des populations vulnérables dans le système de santé, affirmant que l'inclusion n'est pas une option, mais une obligation morale. Et prenons la parole à cette occasion. Le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a donc souligné le chemin parcouru depuis l'instauration de cette réforme phare. Nous l'écoutons. Chers compatriotes, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour célébrer une décennie d'une réforme de grande envergure qui dépasse de loin les chiffres et les prévisions. 10 ans après la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle insufflée par son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, nous célébrons une vision, un idéal, mais aussi et surtout un engagement profond, celui de garantir à chaque citoyen, sans distinction, l'accès aux soins. Cette réforme était une promesse, un espoir, une promesse que personne dans notre pays, quelle que soit sa situation, ne serait laissé de côté face à la maladie, à la douleur, à l'incertitude du lendemain. Nous pouvons affirmer avec fierté aujourd'hui que grâce à la volonté ferme du chef de l'État, c'est une promesse tenue. En 10 ans, l'AMI a changé le visage de notre nation. Aujourd'hui, plus de 40% de nos compatriotes bénéficient de la couverture maladie universelle. Derrière ces chiffres, ce sont des vies transformées, des familles soulagées, des enfants qui peuvent grandir en bonne santé et des femmes qui peuvent donner naissance en toute sécurité. Nous avons également construit un réseau solide de professionnels avec 27 établissements de santé conventionnés, un client des laboratoires et des cliniques pour offrir à tous des soins de qualité proches de chez eux. Et pour ceux dont la pathologie nécessite des traitements avancés à l'étranger, c'est plus de 1793 évacuations sanitaires qui ont pu être effectuées. Ces évacuations ne sont pas des simples chiffres, ce sont des vies sauvées. Ce sont des mères, des pères, des enfants qui ont pu recouvrer la santé et retrouver leur foyer en toute sécurité. Par ailleurs, les désagréments qu'occasionnent pour les malades des examens inutilement répétés ainsi que les coûts associés peuvent être évités. Nous devrons donc apprendre à lutter contre les gaspillages induits par le nomadisme médical. Les progrès scientifiques et techniques bouleversent l'exercice médical. Chaque jour,
offre de nouveaux espoirs de les faire reculer, les souffrances et les handicaps. Cependant, ces progrès ont un coût toujours plus élevé. Pour les rendre accessibles à tous, nous devons être vigilants et mieux allouer nos ressources. Nous allons sans plus attendre généraliser les outils de maîtrise médicalisée des dépenses. La loi le prévoit. La première étude actuariale de la branche maladie sera lancée dès janvier 2025 et aboutira à un changement paramétrique qui fixera les équilibrages nécessaires à la pérennité de notre système d'assurance maladie. La santé n'a pas... Dans le second volet de son intervention, le ministre a également abordé la nécessité d'une rigoureuse maîtrise des ressources. Réécoutons le ministre. Dans un monde en perpétuelle mutation, pour conserver nos acquis, nous devons changer nous aussi. Un haut niveau de protection sociale ne peut être le fruit que d'un engagement collectif. Gardons-nous de la tentation de chacun pour soi. Elle est mauvaise conseillère. Les chacun pour soi se retournent toujours contre les plus vulnérables. Parce que leur travail ne suffit pas à les protéger, parce que leur épargne est trop modeste, parce qu'ils ont besoin plus que les autres de la solidarité nationale. L'esprit de responsabilité et de solidarité est au cœur de l'engagement citoyen, comme l'a souvent rappelé le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Aujourd'hui, la sécurité sociale et la solidarité sont confrontées à un même enjeu. Rejeter les préjugés catégoriels, les conflits intergénérations et les oppositions d'intérêts entre secteurs d'activité. Face à cet enjeu d'intérêt général, l'assurance maladie universelle est bien plus qu'un simple mécanisme de financement des soins. Elle est une réaffirmation de nos valeurs en tant que nation. Elle dit haut et fort que la santé est un droit fondamental et non un privilège. Ensemble, nous avons parcouru un long chemin, mais ce chemin n'aurait jamais été possible sans vous, vous, professionnels de santé, qui vous dévouez corps et âme pour soigner et accompagner, vous, partenaires et institutions qui soutenez ces systèmes avec rigueur et ambition, et vous, citoyens, qui avez placé votre confiance dans ces projets et contribué à les faire vivre. Et comme le dit l'adage, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Je vais aujourd'hui devant vous réaffirmer mon engagement en tant que ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Nous continuerons à renforcer ce système, à l'étendre, à l'améliorer pour qu'il devienne pleinement universel. Ce combat est le nôtre, il est loin d'être terminé. Chers compatriotes, ce jour est un jour spécial de célébration, mais aussi de promesses. Ensemble, continuons à partir un Djibouti où chacun, où qu'il soit, a accès à des soins de qualité. Un Djibouti où la santé n'est plus une source d'inquiétude, mais une source de sérénité. Ensemble, continuons d'honorer cette promesse du président de la République en les transformant en une réalité durable. Je vous en remercie de votre attention. Dans son analyse du projet de loi de finances initiale aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pour l'exercice de l'année 2025, la Commission de l'économie générale, de finances et du plan a tenu sa 3e réunion de travail. Cette séance conduite par l'honorable Sharmake Moussaré, président de la commission, a vu la participation de nombreux députés qu'elle s'est déroulée en présence du ministre du Budget, accompagné de ses principaux responsables. En matière, cette commission a débuté par les auditions des départements ministériels et a invité à cette fin le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Environnement, la secrétaire d'État chargée des investissements. Au terme d'une assise particulièrement chargée et constructive, la commission prévoit de poursuivre l'analyse du projet de loi de finances initiale et ses auditions dans la journée du mercredi 25 décembre avec les interventions projetées de 3 autres ministères.
On reste toujours à l'Assemblée nationale, réunie sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awali Yassine. La commission des affaires étrangères a examiné ce lundi 23 décembre le projet de loi numéro 138 de l'année 2024, 9e législature, portant ratification de l'accord sur la zone de libre-échange tripartite, c'est-à-dire East African Community, le COMESA et la communauté de développement d'Afrique australe. Le gouvernement était représenté par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Dirie, accompagné de ses principaux collaborateurs. Au terme de ces échanges constructifs, les commissaires ont décidé de transmettre le projet de loi à la séance plénière avec un avis favorable. Cette réception de notre satellite 1B est arrivée donc à destination quelques heures seulement après le lancement réussi du deuxième nanosatellite djiboutien 1B depuis la base spéciale de Vandenberg en Californie. La station du sol du Centre d'études et de recherche de Djibouti a capté les premiers signaux émis par le satellite. Cette étape cruciale confirme le bon fonctionnement du nanosatellite en orbite et marque une réussite technique majeure pour le programme spécial et spatial de notre pays. Les signaux reçus par la station sol permettront désormais de commencer la transmission et l'analyse des données environnementales, climatiques, sismiques, mission principale de Djibouti 1B. Contrairement à Djibouti 1B qui lui emprunte une orbite inclinaison de 45 degrés par rapport à l'équateur. Nous avons également ici le modèle d'ingénierie dont on s'est servi pour les tests et les vérifications, qui lui est équipé d'une caméra qui nous permet de prendre des photos depuis l'espace, des photos de Djibouti. Et cette prestation de serment, une nouvelle avocate donc vient de prêter serment. Maître Virna Rizzo a prêté serment ce matin en qualité d'avocat devant la première présidente de la Cour d'appel, Madame Nimaa Ali Ouarsama. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue dans la salle d'audience numéro 3 du Palais de Justice. Était présent sur place le président de la Cour suprême, des juges de la Haute Cour, des membres des familles respectives, des ténor du barreau. Maître Virna Rizzo a prêté serment d'accomplir sa profession d'avocate en République de Djibouti avec le respect du droit et le secret de la profession d'avocate en République de Djibouti. La célébration de la langue arabe a été célébrée dans la région d'Obok lors d'une grande cérémonie qui a vu la participation du préfet de la région et de nombreux représentants de la société. Samatar Saïd nous en dit plus. La région d'Ombok a célébré avec éclat la Semaine nationale de la langue arabe lors d'une grande cérémonie qui s'est déroulée en présence des principales autorités locales et de nombreux partenaires. Ont honoré de leur présence le préfet de la région d'Ombok, Moussa Aden Migani, le président par intérim du conseil régional, Ahmed Ali Cher, le chef de service régional du MENFOB, Abdelkader Hussein. Cette journée a rassemblé toutes les institutions éducatives de la région, notamment les écoles primaires, les collèges, les lycées généraux, les lycées techniques, les écoles pour réfugiés de Markazi, les écoles d'Al-Rahma, ainsi que les écoles Muntada. La cérémonie a débuté par l'hymne national, interprété avec enthousiasme par les élèves suivis des récitations poétiques en arabe, des sketchs éducatifs, diverses prestations culturelles, mettant en avant et en valeur la richesse de la langue arabe. Dans leurs discours respectifs, le préfet et le président par intérim du conseil régional et le chef de service régional par intérim ont souligné l'importance capitale de la langue arabe en tant que pilier de l'identité nationale et culturelle, tout en mettant en lumière son rôle de l'éducation à la transmission des valeurs universelles. Cette célébration a été une réussite grâce à l'engagement collectif des établissements scolaires, des enseignants, des élèves et des partenaires, témoignant de l'attachement de la région d'Obok à la promotion et à la valorisation de la langue arabe. Dans un discours prononcé à cette occasion, le préfet de la région, Moussa Aden Migane, a rappelé l'importance que revêt la langue arabe, notamment dans l'identité nationale et culturelle de notre pays. La contribution de la langue arabe dans l'humanité d'aujourd'hui est immense, que ce soit dans le domaine
de la culture, de la civilisation, dans les domaines des mathématiques, des sciences et de l'astronomie. On n'en parle pas assez. Alors, mon message aujourd'hui est destiné aux enseignants de l'enseignement de base, du moyen et du secondaire, de vulgariser cette notion, de vulgariser, comme l'a bien dit le directeur général Hamdi, la contribution de la langue arabe dans la civilisation contemporaine. Il faut en citer, il faut en parler. Nous connaissons beaucoup Arthur Rimbaud, mais nos élèves ne connaissent pas donc l'explorateur Ibn Battuta. On ne parle pas assez et ça c'est dommage. Je sais que les élèves sont là. Alors je vous dis bonne fête et bonne célébration de la langue arabe. Merci. Le Douane Zakat a lancé une nouvelle tranche de distribution pour le parrainage de la deuxième tranche de prise en charge des orphelins pour cette année 2024. C'était à Arta. Pour plus de précisions sur cet engagement humanitaire, suivant ce commentaire de Samater Saïd. Dans le cadre de son engagement humanitaire profond envers les segments les plus vulnérables de la société, la Fondation Diwan Al-Zaka a lancé hier les opérations de distribution de la deuxième tranche de parrainage des orphelins ou Rafala pour l'année 2024 à partir de la région d'Arta. Une délégation du Diwan dirigée par le chef des services de parrainage des orphelins, Aden Hussein Aden, s'est rendue dans le chef-lieu de la région. L'événement a été marqué par une présence officielle importante, en particulier celle du préfet adjoint Mohamed Fouzi, vice-président du conseil régional d'Arta, ainsi que des tuteurs des orphelins qui ont exprimé leur gratitude pour cette noble initiative. Ainsi, 60 orphelins ont reçu chacun une somme de 15 000 francs dans le cadre des efforts continus du Douane Al-Zaka pour soutenir et améliorer les conditions de vie de cette catégorie sociale particulièrement vulnérable. Le chef du service des parrainages des orphelins a souligné l'importance capitale du projet de prise en charge des orphelins, précisant que le Douane finance ces initiatives grâce aux contributions des commerçants et des personnes aisées, incarnant ainsi le principe de solidarité sociale. M. Aden Hussein Aden a ajouté que parmi les principaux programmes de la Fondation Douane Al-Zaka figure la prise en charge des orphelins ou un soutien financier récurrent est fourni aux enfants orphelins afin de garantir la satisfaction de leurs besoins essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. Cette initiative ne se limite pas seulement aux aspects matériels, elle vise également à habiliter les orphelins et à les intégrer dans la société. Nous adressons nos sincères remerciements à Tildine, à nos profondes reconnaissances aux autorités locales de la ville d'Arta pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité, a-t-il indiqué. Pour sa part, la vice-présidente du conseil régional d'Arta, Mme Filsen Elmi Hassan, a salué les efforts du Douane Zakat, le considérant comme l'une des institutions vitales jouant un rôle central dans la réalisation de la solidarité sociale et dans la promotion de la justice sociale. Elle a souligné que son travail repose sur les valeurs islamiques qui encouragent la solidarité et l'aide aux groupes islamiques les plus vulnérables de la société. C'est ce qui en fait une institution de premier plan dans le soutien aux personnes dans les besoins. Et direction Tadjoura, cette fois, depuis quelques jours, les Tadjouriens vivent au rythme des festivités et des préparatifs fastidieuses du festival culturel qui vient de débuter avec l'acheminement des premiers matériels lourds par ferry, mais aussi par voie routière. Organisé par l'association Tekem Tarago avec le précieux parrainage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ces préparatifs vont bon train grâce à une organisation minutieuse et à un engagement collectif pour faire briller la deuxième édition du festival prévue le 26, 27, 28 décembre. À noter l'appui logistique des forces armées djiboutiennes, de la gendarmerie, de la garde-côte qui prête main forte en mobilisant d'importants moyens de transport et de matériel impliquant toutes les forces vives de la ville blanche. La préfecture, le conseil régional de Tadjoura ont également programmé une journée Tadjoura ville propre pour le nettoyage et l'embellissement des sites d'accueil à J-4 du lancement du festival de Tadjoura. Jovial que la première édition, et cette deuxième édition, nous attendons plusieurs délégations. Donc ça va être une communion de toute la région au nom de la culture, au nom de notre tradition. La diplomatie syrienne a déjà un nouveau nom, la défense et la diplomatie a un visage en Syrie. Eh bien, le nouveau gouvernement commence à se mettre en place avec deux ministres. Mohamed Ahmed nous en dit plus.
En Syrie, le nouveau gouvernement commence à se mettre en place avec 2 ministres, alors que la première délégation étrangère s'est presse à Damas, une semaine à peine après la nomination de Mohamed al-Bashir au poste de Premier ministre de la transition en Syrie. Les nouvelles autorités viennent de nommer 2 ministres au poste stratégique des affaires étrangères et de la défense. La diplomatie syrienne et la défense ont désormais un visage, celui d'Assad Hassan al-Shibani, nommé samedi 21 décembre à la tête du ministère des Affaires étrangères, et celui de Mourhaf à la défense. À Gaza, cette fois, un nouveau raid a fait plus de 7 morts des Palestiniens, surtout des femmes et des enfants. Explication. Au moins 7 Palestiniens ont été tués et plusieurs blessés dans une frappe aérienne israélienne ce dimanche contre des tentes de personnes déplacées dans une zone du sud de Gaza, précédemment désignée comme zone sûre par l'armée. Des sources médicales ont déclaré à Anadoul que la frappe avait mis le feu au secrétaire général de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.